La chronophotographie, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, en cinquième on vous en a un petit peu parlé. C'est quoi une chronophotographie? Eh ben, c'est des choses qui ressemblent à ça. En fait, c'est quoi? C'est une technique photographique numérique ou pas, hein, qui consiste à prendre une succession de photographies à intervalles de temps réguliers. Comme ça a l'air compliqué, mais en fait c'est assez simple, c'est-à-dire que sur l'image qu'il y a derrière, là, le skieur, on le voit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. En fait, cette grande image, c'est une superposition de 5 autres images. Il n'y a pas 5 skieurs, c'est à chaque fois le même skieur. Et pour faire ça bien, entre les deux photos là, par exemple, si on a dit qu'entre les deux photos là, il s'est écoulé une seconde, entre ces deux photos là aussi une seconde, et entre ces deux photos là une seconde. Alors, ce temps de 1 seconde entre les photos, il peut être plus long, hein. On peut faire des fois des chronophotographies avec un temps de 5 secondes entre les photos, ou 10 jours, par exemple, si vous voulez faire une chronophotographie d'une plante qui pousse. Voilà, vous prenez des photos, par exemple, tous les 10 jours, et vous voyez votre plante qui pousse régulièrement. Mais on peut avoir aussi des chronophotographies avec des temps beaucoup plus courts, par exemple, c'est le cas de joueur de golf. Là, entre les deux photos-là, il doit y avoir des temps plutôt en millisecondes qui sont, d'accord, des temps très très courts. Et du coup, cette chronophotographie va nous servir à voir plein de choses. Imaginez 3 chronophotographies, est-ce que vous remarquez des différences? Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque sur la une, qu'est-ce qui se passe? Ben, la balle, donc c'est pareil, hein, c'est pas plusieurs balles, c'est la même balle, en fait. Au fil du temps, qu'est-ce qu'elle fait? La balle avance de moins en moins. On est d'accord? Voilà. Au contraire d'ici, au fil du temps, hein, le sens de mouvement est toujours de la gauche vers la droite, la balle parcourt des distances de plus en plus grandes. Et ici, la balle parcourt toujours les mêmes distances. Du coup, on aura 3 cas de figure. On a ce cas-là, c'est-à-dire que la balle va parcourir des distances toujours égales, pendant des durées successives égales. Si je dis que entre les photos ici, il y a toujours 3 secondes, hein, entre là et là, 3 secondes, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma balle, elle va toujours à la même vitesse, puisqu'elle parcourt la même distance pendant des mêmes durées. Donc on dira alors que ce mouvement est uniforme. Alors d'autres exemples de mouvements uniformes, hein, la grande roue, là, c'est un mouvement uniforme, si vous regardez. Alors, c'est pas plusieurs petites nacelles, c'est la même. On va supposer qu'il n'y a qu'une nacelle sur cette grande roue et on a pris des photos à l'intervalle de temps régulier et on voit qu'il y a des points que la nacelle est toujours espacée de la même distance. Donc, ça veut dire qu'elle tourne à la même vitesse. Le motard exactement ici, la voiture, et puis la chronophotographie, d'ailleurs, qui a été utilisée pendant très longtemps pour étudier le mouvement du corps humain. En sport, c'est encore utilisé d'ailleurs. Ensuite, on a le mouvement accéléré. Le mouvement accéléré, ben oui, regardez, l'objet va parcourir des distances de plus en plus grandes pendant la même durée. Alors là, par exemple, sur la chronophotographie, j'ai mis 2 ms. 2 ms, ça veut dire 2 millisecondes, c'est-à-dire 0,002 secondes. Donc toutes les 2 millisecondes, on a pris des photos et on se rend compte que la balle va parcourir des distances de plus en plus grandes. Donc ça veut dire que sa vitesse augmente. On appelle ça un mouvement accéléré. D'autres exemples de chronophotographie avec des mouvements accélérés. Là, le batteur au baseball, vous voyez, il parcourt des distances de plus en plus grandes, donc ça veut dire que sa vitesse, elle a augmenté. Le motard, pareil, et les athlètes ici, idem. On a ensuite, pour terminer, le mouvement ralenti. Là, on se rend compte que l'objet va parcourir des distances de plus en plus petites. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa vitesse va diminuer. D'accord? Donc, on appelle ça un mouvement ralenti. Des exemples de mouvements ralentis, alors on peut faire ça avec les animaux. Et si on prend par exemple le bec, de bec à bec, la distance là, elle est assez grande. Là, c'est encore un peu plus petit. Et là, encore plus petit. Donc là, l'oiseau est en train de ralentir sur ce mouvement. Voilà. On peut le faire avec, alors, à chaque fois, il faut essayer de trouver un objet facile à prendre. Donc là, c'était le bout du bec. Là, on pourrait prendre, par exemple, le haut du pare-brise de la moto. Voilà. Ici, pour l'athlète, on peut prendre ce qui marche bien chez les hommes, c'est la tête. Voilà.
on arrive à trouver l'oreille, là, voilà, on peut prendre ce point comme référence. Je vous propose maintenant un petit exercice. Alors, je vous propose d'essayer de le faire et de mettre la vidéo en pause. Je vous donne la correction dans la foulée après. Donc, une ancienne chronophotographie, hein, très vieille, hein, puisque vous voyez, elle était début, au moins fin 19e siècle. Donc, de combien de photographies se compose cette œuvre? En fait, il suffit de compter les hommes qu'il y a là-dessus, j'en ai compté 10. D'accord? Est-ce que la photographies ont été prises au même endroit? Alors, oui, au même endroit. Pourquoi? Parce que, imaginez, le photographe, il est là debout. En fait, on se rend compte que tout bouge, sauf, eh ben, voilà, la barre fixe qui est là, la barre qui est là, elle ne bouge pas, elle est par rapport au sol, donc le photographe n'a pas non plus bougé. Recopie et complète le texte suivant. Donc, pendant la phase d'élan, la trajectoire du sauteur, alors, pendant la phase d'élan qui n'est pas là, hein, c'est-à-dire c'est ce qui est avant cette photo. Donc, on est quelqu'un qui court sur un sol, il va faire une trajectoire qui est plutôt rectiligne, d'accord, car il se déplace en ligne droite. Lorsque l'athlète arrive, s'élève pour franchir la barre, sa trajectoire va être, donc la trajectoire à partir de là où il va s'élever pour franchir la barre, ça va être approximativement une trajectoire circulaire. On vous dit que la durée qui sépare la prise de deux photographies est toujours la même, hein, comme dans le cas des chronophotographies. On vous demande lors de quelle phase la vitesse du sauteur est-elle la plus élevée. Alors, en fait, il suffit de voir à quel moment la distance est la plus grande. Alors là, on peut prendre par exemple un compas, d'accord, on voit que, bon là, à cet endroit-là, il n'a pas parcouru une grande distance. D'accord, entre là et là, alors je vais prendre quoi comme objet de référence? Je vais prendre la tête. Donc là, un compas, ça marche plutôt pas mal. Donc entre là et là, entre les deux têtes, il y a cette distance-là. Donc là, ici, il y a moins, on est d'accord. Donc là, déjà d'ici, il va moins vite que là. Qu'est-ce qu'on peut voir? On pourrait regarder encore à la fin. Voilà. Et ici, il va encore moins vite. D'accord? Donc en fait, quelle est la distance, à quel moment notre sauteur va-t-il le plus vite? C'est avant qu'il pose la perche au sol. On voit bien que là, c'est le dernier moment où il touche, c'est avant qu'il touche le sol. À la photographie suivante, il touche le sol. Du coup, je pense qu'il va ralentir à partir de ce moment-là. Voilà. On continue avec la chronophotographie. Alors, voilà un tireur de basket, une joueuse de basket, pardon, et on voudrait savoir, avoir des petites infos là-dessus. Déjà, on peut dire que le ballon, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une trajectoire curviligne, puisque c'est une courbe. Et on voudrait savoir quelle est la vitesse du ballon lorsqu'il rentre dans le panier de basket, c'est-à-dire à cet endroit-là. Pour avoir la vitesse, sachant que je n'ai que ça, donc je ne peux pas refaire l'expérience, je ne pourrais pas remettre un radar, il nous faut des petites choses. Qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir une vitesse? Je vous rappelle, la vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Donc il nous faut du temps et une distance. Alors le temps, on a du temps sur cette photo, mine de rien. C'est une chronophotographie, on sait que entre là et là, il s'est écoulé le même temps qu'entre là et là, et que là et là, et que là et là. Et en fait, ça, moi je vous dis que toutes les photos ont été prises toutes les 0,06 secondes. C'est-à-dire qu'il s'est écoulé 0,06 secondes entre là et là, et 0,06 secondes entre là et là. Puis il nous faut une distance, parce qu'on se doute bien que là, le panier de basket qui mesure 2,90 m, là, sur la photo, ça ne mesure pas 2,90 m, mais en réel, ça mesure 2,90 m. Et une fois qu'on sait ça, on peut faire des calculs et avoir la vitesse du ballon qui rentre dans le panier. Je vais vous montrer comment. En fait, il va falloir avoir les distances réelles. Pour faire les distances réelles, il suffit de faire quelque chose que vous connaissez, qui s'appelle le produit en croix, que vous avez vu en 6e. Et en 5e, pardon. Je présente ça sur un tableau.
Donc en réel, ma flèche là, donc la hauteur de mon panier fait 290 cm. On est d'accord. Sur la photo, 95 cm. Ben, comment j'ai fait pour la photo? Ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris ma règle, d'accord? Et puis, ben, j'ai mesuré ma photo, j'ai mesuré la hauteur de mon panier, voilà, voilà, donc 95 cm, d'accord? Voilà. Donc, les 95 cm sur ma photo, en fait, en réel, représentent 290 cm. Mon ballon, alors moi je vais calculer la vitesse du ballon ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais mesurer la distance parcourue par mon ballon. Donc mon ballon il a parcouru à peu près ça. Donc à peu près 15 cm. D'accord? Donc mon ballon a parcouru 15 cm. Du coup je voudrais savoir combien ça fait en réel. Voilà, bon, ma règle, je vais la enlever. Alors comment je fais? Ben, je fais le produit en croix. 15 fois 290 divisé par 95. Et donc, réellement, cette distance-là mesure, on va dire, grosso modo, 46 cm. Du coup, je peux calculer maintenant une vitesse, puisque vitesse égale distance sur temps. Donc, mon ballon parcourt les 45,8 cm en 0,06 secondes. Donc, ça veut dire que mon ballon ici parcourt à une vitesse de 763 cm par seconde. C'est sa vitesse. Donc, on pourrait se dire, ah ben on a fini, c'est fini. On va peut-être présenter ce chiffre dans d'autres unités. C'est pas le but du cours, là on va faire un peu de maths, mais c'est quand même assez utile. Donc 763 cm par seconde, c'est la même chose que 7,63 mètres par seconde. Car on sait que dans un mètre, il y a 100 cm. Du coup, pour convertir, je continue. 7,63 mètres par seconde, ça fait combien de kilomètres heure? Alors ça, c'est plus par envie que j'ai envie de faire ça. Facile. D'abord, on va passer en mètres par minute. Si je fais 7,63 mètres par seconde en mètres par minute, on l'aura après en mètres par heure. Ensuite, on l'aura en kilomètres par heure. Donc, je reviens. 7,63 mètres par seconde. En mètres par minute, ça va me donner 457,8. Alors, pourquoi? Parce que si je fais 7,63 mètres chaque seconde, eh ben en une minute, je vais en faire plus. Combien de fois plus? 60 fois plus, puisque dans une minute, il y a 60 secondes. Donc, mon ballon se déplace à 457,8 mètres par minute. Si je veux l'avoir en mètres par heure maintenant, eh ben, si je fais 457,8 mètres en une minute, en une heure, je vais aussi en faire plus. 60 fois plus. Donc 457,8 fois 60, ça fait 27 468 mètres à l'heure. Et si je fais 27 468 mètres en une heure, ben ça me fait tout simplement, je divise ça par 1000, ça me fait tout simplement, grosso modo, 27 km/h. Donc le ballon, quand il rentre dans le panneau de basket, approximativement, il a une vitesse de 27 km/h. On continue, je vous propose un exercice, le 4, page 218. Alors si vous êtes malin, ben, vous mettez la vidéo en pause, vous essayez de faire l'exercice, et après vous remettez lecture, et vous arriverez, et vous aurez la correction. Donc, on vous dit que le mouvement de la voiture est-il uniforme? Justifiez la réponse. Eh ben, oui, le mouvement non, il n'est pas uniforme. Alors, pourquoi il n'est pas uniforme? Un truc tout simple, regardez, je vais prendre juste un trait. Alors, je vais le prendre blanc, ce sera mieux. Par exemple, je prends la distance là entre la roue avant à chaque fois. Vous voyez? Cette roue avant, si je la décale, ça ne marche pas. Donc, je vais prendre autre chose. Je vais prendre un rectangle blanc, ça marchera mieux. Voilà. Donc, je mets cet objet blanc, d'accord, entre les deux.
Là, on voit que la voiture, elle a déjà parcouru une distance plus petite. Et là, encore plus petite. Voilà. Donc, ce n'est pas un mouvement uniforme, c'est un mouvement ralenti, car la voiture va parcourir des distances de plus en plus petites. Combien de temps s'est écoulé entre A et D? Eh ben, en fait, on vous dit ici que les photos ont été prises toutes les 125 millisecondes. Donc, ça veut dire qu'entre A et D, il s'est écoulé une fois, deux fois, trois fois 125, c'est-à-dire 375 millisecondes. Du coup, on vous demandait de calculer la vitesse moyenne de la voiture donc entre A et D. Et bien alors, vitesse égale, toujours pareil, distance sur temps. Alors, ce qu'il faut qu'on sache, qu'on connaisse, c'est la distance. Alors là, c'est toujours pareil, c'est le même problème qu'avant, c'est-à-dire qu'on a une photo, et cette photo, il faut qu'on ait la taille réelle. Donc le trait qui est là représente 20 cm en réel. Si je prends ma règle et que je mesure là, moi je lis, je vois 28 cm. D'accord? Voilà. Alors vous, sur votre livre, vous n'avez peut-être pas mesuré 28 cm, mais vous allez voir que vous allez tomber sur à peu de choses près le même chiffre, aux erreurs de mesure près. Donc 20 cm en réel, en fait, chez moi, sur ma photo, ça représente 28 cm. Je mesure la distance entre A et D. Alors, je vous ai dit, je vais prendre le début, la première roue, là. Donc là, j'ai mis à 0. Et là, je suis à 158 cm. Donc, les 158 cm, ils vont représenter combien en réel? Toujours pareil, produit en croix, 158 fois 20 divisé par 28, c'est-à-dire 112,8 cm. Donc, ça veut dire que entre là et là, ma petite voiture a parcouru 112,8 cm. Du coup, je peux calculer maintenant la vitesse. Vitesse égale 112,8 divisé par 0,375, puisque je l'ai mis en secondes. Ça me fait du 300,8 cm par seconde. Ma voiture se déplaçait à 300,8 cm par seconde. Voilà pour cet exercice. Je vous en propose un autre. Le 10 page 218. Vous mettez la vidéo en pause, je vous donne la correction dans la foulée. Donc, Jules court fait un 5000 mètres et on a représenté sa courbe en fonction du temps. Donc, combien de temps Jules a-t-il couru? Justifié. Et ben là, on voit que il a couru voilà, 26 minutes. D'accord? Arrivé ici, il courait encore, puisque à ce moment-là, à 26 minutes, il courait à 18 km/h. D'accord? À 18 km par heure. Donc en tout, il a couru 26 minutes. Le mouvement il est composé en trois phases. Et la phase 1 dure entre 0 et 6 minutes. La phase 2 est entre 6 et 24 minutes. Et la phase 3 entre 24 et 6 minutes. Pour la première phase, on voit que quand le temps s'écoule, la vitesse augmente. On a ce qu'on appelle un mouvement donc accéléré, puisque sa vitesse passe de 0 km/h à 12 km/h. Donc on a quelque chose de bien constant, c'est-à-dire qu'il a augmenté sa vitesse bien régulièrement. Lors de la phase 2, entre 6 et 24 minutes, on voit que sa vitesse n'a jamais changé. Il a gardé sa vitesse constante à 12 km/h, on appellera ça un mouvement du coup uniforme. Et entre 24 et 6 minutes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accéléré, et il est passé de 12 à 18 km/h en 2 minutes. Voilà. Alors, je vous propose maintenant un petit défi, c'est facultatif, c'est de mettre d'installer sur votre téléphone portable une application qui s'appelle Motion Shot. Alors c'est disponible sur Apple Store et sur Google Play, et c'est de réaliser des chronophotographies. Alors j'ai essayé de faire ça, voilà, j'ai fait ça chez moi, donc voilà, une bille baby-foot qui se déplace sur ma terrasse. Donc c'est une seule bille, voilà, et voilà, des voitures qui passent derrière chez moi. Et je vous propose que vous essayiez de me faire des chronophotographies alors sympas avec des animaux, des voitures, des êtres humains, ou alors des objets complètement inanimés. Et puis vous m'envoyez ça par mail, soit par Pronote, soit par l'ENT. Et puis j'essaierai de faire un assemblage sympa et on les montrera à tout le monde.
Voilà, merci pour ce chapitre et à bientôt.